nationale, chers compatriotes, merci de votre témoignage de fidélité aux valeurs de la patrie. Troisième fois que le Front national défile en l'honneur de Jeanne d'Arc, sainte et martyre de la patrie, et la 27e fois que nous le faisons le 1er mai, unissant dans nos cœurs la fête du travail et celle de Jeanne d'Arc. Ce choix fut fait délibérément pour associer solennellement le travail, valeur fondatrice de chaque citoyen et de la nation, le travail dont sont malheureusement et injustement exclus de notre temps des millions d'hommes et de femmes, le travail, gage et moyen de l'indépendance matérielle et morale des citoyens et de leurs familles. Ce doit être aussi chez nous un droit. L'État, lui, doit se faire un devoir d'en fournir la possibilité et faire une politique basée sur la défense impérieuse de l'intérêt national, c'est-à-dire le bien commun des Français d'abord. Donc nous fêtons aussi Jeanne d'Arc, missionnée providentiellement pour assurer la libération des territoires français de l'occupation étrangère et le respect de l'institution nationale qu'était alors le Royaume de France, trahi par le funeste traité de Troyes qui la livrait au roi d'Angleterre. C'est aujourd'hui, au cœur du combat que mènent sous la présidence de Marine les patriotes français pour libérer la France et les travailleurs français du joug de Bruxelles et de l'Union européenne imposés par les traités de Rome, de Maastricht, de Schengen et de Lisbonne. La France, qui avec la Chine est la nation la plus ancienne du monde, est aujourd'hui menacée d'être réduite en servitude par la trahison de ses élites. 2014 est une année d'anniversaire douloureux pour la France. Sans remonter plus haut que le 19e siècle, 1814, c'est l'occupation de la France par les troupes européennes coalisées, vainqueurs de Napoléon. 100 ans plus tard, c'est celui du début de la Grande Guerre, celle de 14-18, et plus près de nous, celui de la dernière semaine d'agonie du camp retranché de Dien Bien Phu en 1954, qui sonna le glas de l'empire colonial français. La France, mère des arts, des armes et des lois, ne manque pas de grands hommes dans ses domaines supérieurs. 3 d'entre eux ont accédé dans les sphères éclairées de la connaissance à la notoriété mondiale. Ils ont acquis chez nous, en tout cas, du moins tant qu'en subsiste l'enseignement de notre passé historique, il est question aujourd'hui d'effacer, au bénéfice de l'histoire des peuples premiers, une dimension internationale. Ce sont évidemment Louis XIV et son XVIIe siècle, Napoléon à l'orée du XIXe, le troisième leur est antérieur, puisque du XVe siècle, mais combien plus illustre pour beaucoup de raisons. Ce grand homme français, mais de dimension mondiale, est une femme, mieux même une jeune fille qui mourra avant d'avoir 20 ans. C'est Jeanne d'Arc, dont nous avons célébré en 2012 le 600e anniversaire de la naissance. Les temps d'alors sont cruels au peuple, et il y a grande pitié au royaume de France. La guerre, la famine, la peste ravagent le pays. La France souffre 1000 maux. Livrée à l'étranger par le traité de Troyes, elle peine à se maintenir comme royaume indépendant. Les Anglais, vainqueurs à Azincourt, occupent la plus grande partie du pays
et leur roi revendique même la couronne française. Tout est perdu, ou presque, quand survient Jeanne, fille de paysan du pays de France, aux confins des terres hostiles. Elle partagea son enfance entre les devoirs de son état, les jeux et la prière. Elle ne sait pas encore quand elle joue sous l'arbre des fées de son village de Domremy, que la France et l'histoire l'attendent. L'enfant de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée a des frères et des sœurs, mais c'est elle seule qui entrera par l'écoute de ses voix dans l'espace mystérieux de l'exaltation spirituelle. Mais cette jeune vierge, transcendée par la foi et l'amour, n'est pas destinée aux contemplations comme Bernadette ou Thérèse. Elle est vouée à l'action. Ses voix l'appellent à l'action humaine et même surhumaine, puisqu'elle lui enjoignent ce qui est proprement inimaginable, de faire couronner roi de France le dauphin Charles, qui doute de son destin et se trouve à des centaines de kilomètres de là. Et ce n'est pas tout. Aussi de libérer la France de l'occupation anglaise. Ayant réussi à convaincre, ce qui n'est pas une mince gageure, ce vieux briscard au Baudricourt, de lui confier une escorte pour aller voir le dauphin à Chinon, elle va traverser à tout risque cet espace inconnu où rôdent toutes sortes de prédateurs. Elle a 17 ans et il ne lui reste que moins de 2 ans pour accomplir la destinée la plus extraordinaire de l'histoire humaine, 1 an de combat et 1 an de prison. Elle va en effet reconnaître le dauphin, le convaincre de lui convier une armée et ses meilleurs lieutenants, Dunois, Laïc, Xaintrailles, Gilles de Retz, et marcher sur Orléans sévèrement l'armée anglaise. Le 13 mai 1429, elle boute hors la ville les troupes de Suffolk. 1 mois plus tard, le 18 juin, elle écrase l'armée anglaise à Patay. Elle conduit le dauphin et le fait sacré roi de France à Reims, qui aura des conséquences incalculables. Elle sera blessée 3 fois, dont une devant Paris, qu'elle ne réussit pas à enlever, car le temps des épreuves est venu. Ah, je suis mal placé pour ça. Ah ouais, attends, décaler un peu là. Pusillanimité du roi et les trahisons de tous ordres. Faite prisonnière à Beauvais, elle est vendue aux Anglais par son vainqueur Bourguignon, Jean de Luxembourg. Emprisonnée à Rouen dans une cage de fer, puis ferrée aux pieds et à la taille, elle est gardée dans un cachot sordide par 7 soldats anglais. Et c'est un tribunal ecclésiastique présidé par l'infâme évêque Cochon qui la jugera. De son procès de Cochon, ainsi que celle du projet de réhabilitation, sont les preuves irréfutables que l'épopée de Jeanne est bien historique et non légendaire. Les Anglais seront définitivement chassés de France par un de ses lieutenants, un breton, connétable de Richemont. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'Église la proclamera sainte et la France héroïne nationale. Il n'existe nulle part au monde une destinée comparable. Louis XIV et Napoléon sont des hommes d'exception, mais seulement des hommes. Jeanne a une autre dimension. Par son contact avec le ciel, sa vie est transcendée. Elle vit un poème orphique qui va la sublimer après l'ascèse des prisons, à travers les souffrances, les humiliations et la mort. Jeanne ne vit pas pour elle. Elle donne sa vie, sa jeunesse, sa beauté, son cœur et son âme à sa patrie et à son Dieu. Et les Français, surtout les jeunes, doivent lui conserver une place particulière dans leur cœur et leur mémoire. Parce que Jeanne, qui pourrait se réaliser seule dans son rapport avec le ciel,
offre son sacrifice à sa patrie charnelle, la France, et à ceux qui l'habitent et qu'elle aime, les Français, tandis que s'envolait son âme pure du bûcher de Rouen, naissait au même moment, dans la douceur d'un printemps parisien, un grand poète, François Villon, qui la chantera dans les dames du temps jadis, et Jeanne la bonne Lorraine, quand gloire coulèrent à Rouen, où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les vierges d'antan. Comme au temps de Jeanne, la France est aujourd'hui menacée de disparaître, prisonnière des structures